Avant d'ouvrir les micros, une introduction sur le thème de ce soir qui est évolution versus création. Alors, les sciences du vivant nous livrent une histoire de la vie sur Terre qui s'étale sur à peu près pas loin de 4 milliards d'années, ce qui est long, hein, et qui obéit, dans les grandes lignes, à des principes formulés par Charles Darwin, puis affinés, corrigés, nuancés, complétés par des générations de chercheurs. Les chercheurs cherchent. Et oui, ça veut dire qu'ils ne s'imaginent pas avoir tout trouvé. Et la plupart d'entre eux ne s'attendent pas à dire jamais dans leur carrière, à dire que voilà, ça y est, si c'est une fin de partie, normalement. Ils scrutent les détails de la nature, ils relèvent les insuffisances des modèles en vigueur, ils contribuent à échafauder de nouvelles explications. Le fait est que depuis un siècle et demi, depuis 1859, etc., les principes darwiniens tiennent la route. Les littératures spécialisées apportent continuellement de nouveaux éléments qui s'intègrent sans dommage au paradigme. Autrement dit, l'évolution n'est pas une théorie en crise, comme le répètent constamment les créationnistes militants. Bien sûr, il reste des inconnus. C'est la règle du jeu en science, hein. L'origine de l'univers, l'origine du genre humain, l'origine de la civilisation, l'origine de la conscience, de ma conscience, de votre conscience, autant de mystères dont il n'est pas garanti qu'on ait les réponses un jour. L'humilité donc de rigueur. Si ça se trouve, les vraies réponses nous sont inaccessibles pour toujours, et ce n'est pas une raison pour accepter les mauvaises réponses, hein. Donc la théorie d'évolution pourrait être fausse, bien sûr. On pourrait mettre en évidence des incohérences, dévoiler des faits nouveaux qui ne cadrent pas. On pourrait surtout proposer une nouvelle théorie qui explique mieux le réel, qui fasse des prédictions plus précises, qui soit plus fertile, et alors on abandonnerait l'ancienne théorie. Mais si cela arrive un jour, hein, soyons honnêtes un petit peu les uns avec les autres, est-ce que vous vous attendez à ce que cela se produise dans les vitupérations de quelques intégristes dans leurs églises, temples, mosquées, synagogues, ou dans leurs écoles sous contrat, ou dans des livres approximatifs publiés par des intellectuels marginaux? Bah non, hein, ça passera par des travaux sérieux publiés dans des revues scientifiques, ce sera discuté par les experts, ce sera débattu dans les universités, ce sera couvert par les grands médias, et c'est pas ici que vous le découvrirez, c'est pas sur notre chaîne. Alors, ce serait bien si un jour on est un média important, de masse, précurseur mais je pense que ça ne va pas arriver, hein. Si une telle chose arrivait, nous assisterions à une révolution scientifique, et ce serait formidable de vivre ça avec vous. Je pense que ce serait une grande histoire du monde, mais je ne m'attends pas à ce que ça arrive. Donc je suis prudent. Donc ce soir, on ne va sûrement pas assister à une révolution scientifique, mais il faudra qu'on soit modeste. Donc nous allons parler de ce que nous comprenons, les uns les autres, de la théorie de l'évolution. Nous allons discuter avec des spectateurs qui rejettent ou doutent de cette théorie, et nous allons leur prêter oreille pour tenter de comprendre leur point de vue. À mon niveau, j'aurai peut-être des réponses à leurs questions ou à leurs objections, mais c'est pas sûr. J'aurai en tout cas des questions à leur poser, et si tout se passe bien, nous finirons l'émission tous en ayant une meilleure compréhension de ce que pense le camp d'en face, entre guillemets. Mais je ne m'attends pas à convaincre ce soir qui que ce soit, ni à recevoir la preuve que tous les scientifiques, ou en tout cas la grande majorité, se plantent. Nos discussions ne doivent pas avoir pour seul objectif d'imposer un avis ou d'en tirer une conclusion définitive. Soyons ouverts d'esprit. L'ouverture d'esprit consiste à accepter les preuves, même quand elles conduisent à des conclusions qui nous déplaisent. Voilà pour notre introduction sur la discussion, le débat qu'on aura sur création, évolution. Alors il faut que je retourne sur le Discord, qui est Monsieur Cuivre, je crois, qui a une chaîne YouTube où il parle d'évolution. Et donc je vais le glisser dans le public, et a priori il devrait avoir la parole dès que je le dépose. Monsieur Cuivre, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Monsieur Durand, oui, très bien. Eh bien ça marche alors, on vous écoute. Donc vous avez une chaîne de créationnisme? Parfait, alors voilà, c'est ça. Donc moi, mon nom internet, c'est Jean Cuivre. Donc j'ai une chaîne où donc ça fait un peu plus d'un an que je fais des vulgarisations en fait sur ces thèmes évolutionnisme, intelligent design, créationnisme. Donc voilà, je suis toujours en train de parler de ces trois choses-là. Et donc du coup là, je suis très heureux d'être là. Merci pour avoir organisé cet événement. Du coup, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer par une petite présentation de ma position et Alors, ensuite on discute. très bien. Donc vous rejetez la théorie et vous avez une raison particulière.
Alors principal. c'est ça. Donc moi je ne crois pas du tout à la macroévolution et je crois qu'il y a donc je crois en la théorie des origines indépendantes et pas celle de l'ancêtre commun universel. Donc je crois qu'en D'accord? fait il n'y a pas un arbre des espèces qui réunit toutes les familles animales, mais qu'en fait il y en a un très grand nombre. Et par exemple, donc voilà, pour prendre Homo sapiens et chimpanzés, je pense qu'ils ne font pas partie du même arbre généalogique. Ouais, donc il y aurait des créations séparées. J'ai pas entendu. Il y aurait des créations séparées. Voilà, c'est ça, c'est la théorie des origines indépendantes. Donc c'est souvent très proche en fait, de la théorie intelligent design. C'est une théorie selon laquelle il y a une entité consciente et intelligente à l'origine des systèmes biologiques. Mhm. Euh, du coup, voilà, à l'inverse de la théorie de l'évolution naturelle qui n'inclut pas en fait un tel agent pour Oui. l'origine des animaux. Alors du coup, mais alors, si on regarde comment, l'arbre entre Homo sapiens et chimpanzé, alors je ne suis pas expert en anthropologie ou en évolution humaine, mais de toute évidence, il y a 98 quelques pourcents de gènes en commun. On est capable de rassembler les populations dans des groupes et de proche en proche, on estime que voilà, enfin, on a quand même des ancêtres communs putatifs qui sont posés et c'est robuste ça quand même. Donc, et vous, ça vous convainc pas? Pourquoi? Alors du coup, donc c'est très intéressant effectivement. On peut même prendre donc pour arrondir, on peut prendre le chiffre de 99% du coup de d'ADN en commun entre les humains et les chimpanzés. Donc effectivement, c'est intéressant, mais moi et en fait, il y a de très nombreux scientifiques qui ne considèrent pas du tout cet élément comme un critère, on va dire décisif pour conclure à l'ancêtre commun homme-chimpanzé, tout simplement parce qu'en fait, il y a beaucoup de systèmes créés par les humains en fait qui ont la même propriété, c'est-à-dire un très grand nombre de composants en commun. Et pour autant, en fait, on ne peut pas conclure à l'ancêtre commun. On peut tout simplement conclure en fait au créateur commun si Donc, on par trouve deux exemple, objets. ce livre a des pages, ce livre a des pages, ils ont été créés séparément, c'est pas la preuve qu'ils ont un ancêtre commun. C'est ça. Voilà, si vous prenez donc l'exemple que je donne souvent dans des débats, c'est vous prenez un grille-pain et un four électrique. En fait, voilà, vous avez plus de 95% de composants en commun, Ouais. mais en fait, on peut pas du tout conclure à l'ancêtre commun. C'est idiot. En Bah oui, fait, c'est idiot, on est d'accord. voilà. Mais c'est idiot parce qu'on sait. Euh, on sait d'où ça vient, et puis que c'est pas des entités biologiques, quoi. Les grippins ne se reproduisent pas avec des mutations. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Donc, justement, est-ce que la comparaison a du sens? Euh, alors en fait, elle en a dans la mesure où donc le point important, c'est que vous ne pouvez pas invoquer du coup ce critère de 99%. En fait, il n'est pas suffisant, il est très bon. En fait, s'il y a eu macroévolution, effectivement, le plus probable, c'est que hommes et chimpanzés ont un ancêtre commun très proche. Mais pour autant, en fait, il faut montrer que les types de changements que vous pouvez obtenir dans le temps, et dans le cadre de la chronologie évolutionniste, c'est 300 000 générations. Donc il faut que vous puissiez montrer que la diversification qu'on a sur ces deux familles, elle est plausible en fait, et elle est probable d'un point de vue, on va dire, des probabilités et en fait, voilà, de l'accumulation des mutations et de l'action de la sélection naturelle. Oui. Donc, Et du coup, c'est là évidemment où je suppose qu'on a des vues qui divergent. C'est que moi, j'ai vraiment une position très nette là-dessus, et je considère que du coup, notamment à la lumière des découvertes qui ont été faites sur les gènes orphelins et sur en fait les propriétés uniques qu'il y a dans chaque famille animale. Par exemple, les humains en fait ont des centaines et des centaines de protéines que n'ont pas les chimpanzés. Et donc voilà, si on met ça en opposition avec le scénario évolutionniste, en fait, bah, du coup, le scénario évolutionniste perd énormément en plausibilité. Et c'est pour ça que je pense que c'est une piste en fait qui peut être tout simplement invalidée aujourd'hui. Et est-ce que c'est... Alors moi, du coup, j'ai pas la réponse à ça, mais est-ce que ces protéines, on a le phénomène des transferts horizontaux, on a notamment les transferts via les virus, les gens voient ce que c'est qu'un virus maintenant, hein. Quand ils s'intègrent parfois dans le génome, bah, il peut laisser des traces, et en 300 000 générations, si c'est bien le bon chiffre, on a le temps d'avoir des gènes, des protéines qui s'intègrent dans le génome, et qui viennent pas en effet d'un ancêtre commun, mais qui viennent de l'histoire du segment séparé de l'homme par rapport au singe. Ça pourrait être ça. Et le nombre que vous évoquez qui m'a l'air grand, je ne l'ai pas vérifié. Donc j'invite les gens à les documenter sur ce concept-là. Je n'ai pas la réponse spécifique. Ça, donc vous, c'est ça le grand argument pour vous. bah, en fait, il y en a plusieurs. Et il y a notamment voilà, toute l'étude sur en fait,
ce que sont l'accumulation des mutations au cours du temps. Donc, par exemple, l'expérience de Lenski dont vous avez parlé dans votre livre, Mhm. j'en ai beaucoup parlé dans 2 vidéos. Et du coup, voilà, moi j'insiste vraiment sur, en fait, en 70 000 générations, donc sur des milliards et des milliards de protéines, on n'obtient pas un seul nouveau gène et pas une seule nouvelle protéine. Et ça, en Alors, fait, c'est... l'expérience de Lenski, pour situer les gens, alors j'ai pas en tête, j'ai pas révisé mon truc, mais en effet, j'en parle dans ce livre, ou dans celui-ci. C'est dans celui-ci que je parle, je crois. Dans l'évolution, ça marche. C'est un monsieur qui travaille sur les bactéries. Donc, il a fait une expérience en cultivant des bactéries dans un milieu, avec différents milieux, avec différents antibiotiques et différents sucres, voilà, pour pouvoir pour que le milieu change, pour qu'il y ait une pression de sélection. Et au fur et à mesure de la croissance des colonies de bactéries, certaines bactéries s'arrêtent lorsque le milieu change, et certaines réussissent à pousser quand même, donc c'est qu'elles ont un caractère particulier, elles sont capables d'exploiter ce milieu-là, et on est capable de dater plus ou moins, en termes de génération, l'arrivée de ce caractère. Et donc on voit une évolution dans le sens où on voit un caractère qui s'installe dans une population, parce qu'il apporte un avantage dans une population de bactéries. Alors évidemment, c'est un système en laboratoire qui est forcément extrêmement limité, mais qui montre qu'on peut voir apparaître un caractère. Et sur le bout, c'est pas Voilà. suffisant. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais en fait, ça n'a pas de lien avec la macroévolution. Donc c'est ça le problème, c'est que Alors, la souvent, macroévolution, qu'est-ce que c'est? c'est que je pense qu'il y a un amalgame qui est souvent fait et de manière, en fait, voilà, pas forcément intentionnelle, mais en fait, on a donc dans l'expérience de Lenski, ce sont des bactéries E. coli, et donc voilà, au bout de 70 000 générations, elles n'ont pas de nouveaux gènes ou de nouvelles protéines. Or, on sait que ce qui distingue la plupart des familles ou des genres animaux dans le monde, ce sont entre autres des protéines ou des gènes uniques. Donc en fait, voilà, cette expérience de Lenski est très intéressante, mais en fait, elle montre plutôt une certaine fixité d'un genre, plutôt qu'en fait une évolution qui est capable de faire en 500 millions d'années voilà, un animal d'un autre type, Bon, ou une protéine. là où je vous rejoins, c'est intéressant, c'est qu'en effet, ce que montre la théorie d'évolution, en fait, ce qui est la vraie inconnue, et Guillaume Lecointre en parle, c'est pas tellement que ça change, c'est l'étonnante fixité des choses. C'est que c'est étonnant à quel point c'est stable. Sur 2 millions d'années, en gros, c'est la durée moyenne de l'existence d'une espèce. Alors, le mot espèce, j'aime pas trop, mais je vais quand même l'utiliser. Euh, on a des formes qui restent dans une gamme assez étroite. Et à la limite, c'est ça qui est étonnant. Et en fait, cette fixité, c'est ici par la production sexuée qui permet enfin, qui oblige des partenaires à être compatibles, donc ce qui limite un peu la, la- la variation. Mais enfin, vous avez évoqué la macro-évolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi est-ce que pour vous, c'est un phénomène d'une nature différente de ce qu'on a pu voir chez Lenski ou ce qu'on peut voir avec d'autres exemples Voilà. d'évolution? Donc un autre exemple, voilà, il y a l'exemple des moustiques du métro de Londres. Donc en fait, on a une Non, population de moustiques. c'est quoi la macroévolution? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, donc la macroévolution, par exemple, c'est une population de mammifères terrestres qui a obtenu des ailes en un certain nombre de générations et ça a donné des chauves-souris. Donc ça, par exemple, c'est de la macroévolution. D'accord. Donc en gros, la macroévolution, c'est de la microévolution plus du temps. Alors voilà, du coup, donc moi Je je sais suis pas pas du comment. tout d'accord. Bah voilà, mais c'est ça. Donc expliquez-nous pourquoi c'est différent. Eh bien, en fait, là, je pense que vous amalgamez deux choses qui sont d'un ordre différent. Et à mon avis, c'est l'erreur très cruelle en fait qui est faite par de très nombreuses personnes. Et donc c'est différent tout simplement parce que en fait pour passer d'une bactérie E. coli de la génération 0 à une bactérie E. coli qui est voilà potentiellement mieux adaptée à un certain environnement au bout de 30 000 ou 70 000 générations, en fait il n'y a aucun gène nouveau, il n'y a aucun apport fonctionnel notable, il n'y a aucune nouvelle fonction biologique. Bah si, puisqu'ils sont capables de digérer un nouveau sucre. J'ai oublié le détail encore une fois, mais il y a une fonction nouvelle qui apparaît. Non, alors du coup, non, non, cette fonction était déjà, en fait, les bactéries coli savaient déjà consommer le citrate, la génération 0. Ouais. C'est simplement, voilà, un gène qui a été désactivé. Euh, dans tous les cas, voilà, moi, c'est là-dessus que j'insiste, c'est que, en fait, par exemple, c'est très simple. En fait, l'expérience de Lenski, tout le monde la connaît, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais ça ne donne strictement aucun indice sur comment voilà, une population simiesque de 10 000 individus a Ouais. fini par aboutir sur des Homo sapiens qui construisent des ordinateurs au bout de 300 D'accord. 000 générations.
très bien. Alors ça, c'est détonnant. Mais encore une fois, moi, je m'intéresse au concept. Ce que vous me dites, c'est que vous croyez, entre guillemets, à la micro-évolution, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent se produire, mais ça ne peut pas aboutir à un gain de fonction, à une complexification des choses. Et en fait, vous dites que c'est une erreur, et moi, j'y vois le paradoxe Sorite, dont je parle aussi dans le bouquin. Le paradoxe Sorite, c'est le paradoxe du tas. C'est-à-dire que la macro-évolution, c'est un tas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un saut évolutif, et on va appeler ça un tas. Bon. Et à côté, on a des. Donc c'est un tas de grains de sable. Et puis on a chaque grain de sable qui, D'accord. qui- qui- qui est une mutation. Et on est d'accord, je pense que c'est d'accord avec moi, que si je mets deux grains de sable l'un à côté de l'autre, c'est pas un tas de sable. On est d'accord là-dessus? Oui. Si un non-tas, je mets un grain de sable en plus, ça fait pas un tas. Je passe pas de l'état de non-tas à tas en rajoutant juste un grain de sable. Effectivement, oui. Et ben, si je fais l'opération 1000 fois, ou 100 000 fois, à la fin j'ai un tas. Ça montre que juste le problème qui se passe est un problème sémantique, c'est que le tas n'est pas défini. Et votre macroévolution, si vous n'avez pas une définition claire de ce que c'est que votre macroévolution, bah vous pourrez toujours nier le fait que si on rajoute encore une génération, vous pourrez nier le fait que ça existe, alors qu'à la fin, moi j'ai quand même un tas de sable. Vous voyez. Donc à la fin, bah, on a des primates qui créent des ordinateurs. Avant, ils ne faisaient pas. Dans le travail, il s'est passé des choses. Et le résultat, c'est qu'il y a une accumulation de variations. Je n'ai pas réponse à tout. Hein. Peut-être que vous avez raison de dire que la théorie actuelle, elle n'est pas totalement satisfaisante. Mais je ne vois pas en quoi vous pouvez nier l'existence des macroévolutions, alors qu'en fait, c'est le résultat d'une accumulation de grains de sable. Tout simplement parce que ce sont des choses d'un autre ordre. En fait, si on Mais prend. pourquoi? Alors, ben, du coup, il n'y a donc non, on peut prendre l'exemple d'une voiture. En fait, si vous faites des modifications aléatoires sur une voiture, vous allez avoir plein de voitures différentes, certaines qui vont même plus vite que la voiture originelle. Par exemple, si vous supprimez les sièges. Cependant, ce que vous n'obtiendrez pas, c'est par exemple à partir d'une voiture qui n'a pas de circuit de climatisation, en faisant des modifications aléatoires, vous n'obtiendrez pas un système de climatisation. Donc c'est pareil avec les animaux en fait. On a les loups, les dingos, les chiens qui ont tous un ancêtre commun. Et en fait, il n'y a pas de nouveaux composants biologiques, il n'y a pas de choses qui demandent en fait, qui sont élaborées et qui Alors, ont une complexité supérieure. vous prenez un exemple. Le problème, c'est que vous savez bien que moi, je vous dis qu'il faut du temps. Vous me parlez des dingos, etc. Ça a moins de 10 000 ans, hein, quand même. Donc, en termes de temps, il faudra voir ce qu'on veut. En termes de quelle pression de sélection peut amener une de ces populations à produire un nouveau caractère? Je ne sais pas trop. Si vous regardez un peu dans, dans la gamme des animaux qui existent à l'heure actuelle, on a des mammifères terrestres, on a des baleines, et puis on a des phoques, on a des morses, on a des otaries. Et on voit bien qu'il y a une sorte d'intermédiaire dans la forme d'adaptation à la vie aquatique. Et qu'en effet, la physiologie et la morphologie des baleines n'est pas la même que les vaches, mais que de proche en proche, on est capable de voir que c'est un peu les mêmes ingrédients, mais à des places différentes, transformés, etc. Et ça pose pas de problème. C'est-à-dire que si ça posait vraiment un problème, si ce que vous dites posait problème, euh, en fait, on s'en serait rendu compte. C'est ça qui m'étonne. Comment vous pouvez croire que les gens qui bossent dessus depuis des années, qui font des études dessus, qui publient dessus, qui sont les plus féroces les uns contre les autres pour démonter la théorie de l'autre, pour montrer que lui il a raison, ils n'auraient pas pensé à ça en fait. Donc c'est tous des nuls et vous arrivez et vous êtes capable de dire ah mais parce que le dingo et le chien, il n'y en a pas un qui a des ailes ou des branchies ou autre chose, un organe X nouveau, alors ça montre que la théorie n'est pas vraie. Vous avez le lézard Podarcis, dans une des îles, je ne sais plus où, dans la mer Adriatique, je crois, où on a un lézard qui. On l'a déposé dans une île où il n'y avait pas cette espèce de lézard-là du tout. Il y a eu une guerre, donc, du coup, donc, les chercheurs n'ont pas pu y retourner. Et 30 ans plus tard, ils reviennent et ils découvrent que le lézard s'est adapté à la nourriture sur place et qu'il a de nouvelles formes de. Alors, je vais en détail, dans son estomac ou dans son intestin, il y a des formes qui n'existent pas dans sa lignée et il s'est adapté à une nouvelle nourriture. Ça ressemble à ce que vous demandez en termes de nouvel organe ou de nouvelle fonction. On a un exemple. Alors, est-ce que vous pouvez décrire du coup les mutations qui se sont accumulées sur ces lézards et du coup Ah la non, manière dont. ah non, bah, je peux pas parce que j'ai pas les références, mais vous pouvez peut-être aller lire la littérature sur Prenarcis.
Eh bien, figurez-vous que j'ai un petit peu lu là-dessus, mais en fait, il n'y a pas de doc sur, voilà. En fait, c'est pas une accumulation de mutations qui a fait que ces lézards génération 2 ont une poche supplémentaire dans leur estomac. Voilà. Le plus plausible, c'est que c'est une réponse épigénétique. En fait, c'est la réponse la plus rationnelle. Mhm. Surtout parce que on a quelque chose comme 20 ou 30 générations. Donc, une accumulation de mutations sur 20 ou 30 générations, ça ne crée pas de nouvel organe. Donc, ce nouvel organe qu'ont les lézards dans la mer Adriatique, effectivement, c'est très intéressant. Le terme, c'est souvent un terme de plasticité qu'on Mhm. emploie. Probable. Euh, eh bien, en fait, c'est pas le résultat de l'accumulation de mutations aléatoires au cours du temps. Et ça, c'est le credo vraiment évolutionniste, c'est accumulation de mutations, sélection naturelle. Donc, ce que vous décrivez, en fait, n'a pas de rapport avec le, avec la Mais le truc, macroévolution. c'est que moi, du coup, enfin, à un moment donné, pour faire la part des choses, ce qu'il me faudrait, c'est comprendre quelle est la preuve que vous voudriez voir dans la nature pour dire, ah ok, ça c'est la preuve que la théorie dit vrai, que moi je me plante, et inversement, euh, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous amener comme preuve définitive qu'il y aurait des créations séparées? C'est quoi qui pourrait faire la part des choses? Donc, du coup, la preuve que moi je demanderais ou les éléments que je souhaiterais trouver, eh ben, c'est en fait ce qui était attendu à l'origine de l'expérience de Lenski, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux gènes et nouvelles protéines. Et c'est ce qui n'a pas été obtenu au bout de 30 ou 40 ans. Et, euh, et en fait, il y a plein de gens que ça n'a pas étonné, dont moi, entre guillemets. Maintenant, Mhm. ça m'étonne plus. Et donc, la deuxième question était très intéressante également. Euh, j'ai déjà oublié. Et à l'inverse, quelle preuve vous pouvez nous amener pour montrer qu'il y a bien des créations séparées parce que, quand même, vous êtes au courant que le code génétique est universel, quasiment, hein, il y a des exceptions, mais en particulier entre l'homme et le chimpanzé, c'est le même code génétique, quoi, c'est les mêmes codons au même endroit. C'est étonnant, ce manque d'imagination d'un créateur. Donc ça, je pense que du coup, vous allez me répondre sûrement, mais je pense que c'est vraiment un raisonnement biaisé, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur les éléments qui vont en faveur de l'évolution. Donc c'est bien de faire ça, mais moi en fait je suis de l'autre côté et les éléments qui sont en sa défaveur, euh, en fait, ils gagnent en fait si on les met sur la balance, il y a un Ah, côté qui gagne et l'autre qui perd. Euh, ouais. Ok, mais encore une fois, moi, j'en reviens au fait que comment vous expliquez. Parce que là, on ne peut pas débattre sur le fond du truc et sur les éléments preuve contre preuve, parce que on n'est pas armé pour, et c'est pas notre rôle dans la société, c'est d'autres gens qui ont ce rôle-là, de voilà. débattre et comment vous expliquez que les experts qui publient, je veux dire, les publications, je veux dire, si on regarde euh, aujourd'hui la microbiologie et comment les gens font des séquençage des virus et peuvent traquer l'évolution du virus en tant que tel, on le voit à son échelle, euh, les gens qui produisent notamment des vaccins ou des choses, voilà, des choses qui marchent, quand ça marche, je veux dire, quand on produit des choses qui marchent, c'est qu'à un moment donné, le réel correspond à ce qu'on avait imaginé qu'il serait. Ces gens-là, quand on leur demande leur avis sur l'évolution, vous savez bien ce que c'est, leur avis. Tout à fait, mais du coup, là, je pense qu'il y a vraiment une erreur, c'est que le fait de faire un vaccin qui marche n'a pas de lien avec le fait que que la macroévolution soit vraie. En fait, c'est La deux choses macro, séparées. mais la macroévolution, c'est un terme qu'on ne croise quasiment que chez les créationnistes. Oui, donc je peux dire, voilà, l'évolution grande échelle, si vous voulez. Je sais pas. Mais dans tous les cas, en fait, il y a voilà, le fait que des gens inventent des vaccins, en fait, c'est pas lié au fait que la théorie de l'évolution est vraie ou fausse. C'est pas une application industrielle de la théorie de l'évolution. Donc là, ça marche pas en fait. Que la théorie de l'évolution soit vraie ou fausse, eh ben, il y a des gens compétents qui vont continuer d'inventer des choses, de faire des vaccins, d'inventer de nouvelles machines. D'accord. Mais Je alors, rajoute un point. la théorie créationniste, qu'est-ce qu'elle permet de produire comme outil en santé, par exemple? Parce que les gens qui travaillent sur la santé et qui s'intéressent au cancer, par exemple, il y a une biologie évolutionnaire du cancer qui marche. Oui, la biologie créationniste du cancer ou des maladies. Je ne sais pas, mais donc moi je connais pas exactement ce terme de biologie évolutionnaire du cancer, mais je pense que enfin voilà, tout ça c'est un champ qui est complètement valide. Pour moi, j'ai pas étudié, mais il y a rien de problématique sur voilà l'étude des cancers et d'ailleurs c'est l'étude voilà
des conséquences néfastes des mutations sur les organismes, en fait, si on résume. Bah, là, vous interprétez. En fait, c'est le retour à un état indépendant des cellules qui oublient, entre guillemets, qu'elles sont dans un organisme et qui réactivent des codes euh, ataviques. Et à leur échelle, c'est pas destructeur, en fait. Et la plupart des cancers, d'ailleurs, ne tuent pas leur hôte. On vit avec des cancers pendant des années et c'est le dernier qui nous tue. Mais, donc non, vous avez un regard qui considère qu'il y aurait une sorte de génome parfait au début et du coup, toute évolution va vers la dégradation, si je vous interprète bien. Vraiment, je suis adossé sur la position de Michael Bay, qui développe dans ses bouquins, Michael et Bay. aussi de Stephen Meyer, donc, qui sont deux membres du mouvement Intelligent Design. Mhm. Et du coup, voilà, Michael Bay, il fait bien cette distinction, voilà, entre des mutations bénéfiques, en fait, il y en a plein, 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 plein. La connexion est très mauvaise, hein, ça coupe beaucoup, là on vous a perdu. Monsieur Cuivre, on vous a perdu. Je propose une petite prière. La théorie de l'évolution, quelqu'un a évoqué le Tiktaalik dans le canal. La théorie de l'évolution, elle nous a permis de faire des prédictions. C'est pas parce que les gens disent on peut pas reproduire l'histoire, donc c'est pas de la vraie science. Mais la théorie fait des prédictions. Elle nous dit que si on cherche dans des strates de telle époque, on pourra, selon le faciès de l'époque, voilà, si c'est montagneux en forêt ou éventuellement si c'est dans des lagunes ou dans des zones entre les marais, des zones de bord de mer, on pourra trouver à cet endroit-là des fossiles de tel type. Et on a pu anticiper que les chercheurs sont allés dans des... Alors j'ai oublié où, mais c'était dans un désert, dans des roches où, il y a quelques millions d'années, à une époque où on supposait qu'existait l'ancêtre, la forme transitionnelle entre les poissons et les tétrapodes, donc les vertébrés qui ont des membres. Et paf, on a trouvé le Tiktaalik à l'endroit attendu, avec les caractères attendus. Donc on a fait une prédiction et on l'a trouvé. Quel type de prédiction l'intelligent design a pu faire dans le passé, qu'on aurait pu vérifier, trouver soit dans le génome, soit dans les fossiles? À ma connaissance, rien, zéro, que chi, nada. Ce qui fait que c'est pas une théorie qui est prise au sérieux à cause de ça. Je vais donner la parole à Monsieur Jean Cuivre qui est de retour. Donc je le glisse dans l'intervention. Vous avez la parole si vous voulez. Bonjour, oui. Du Bon coup, retour. Désolé voilà. pour le couac technique qui a fait qu'on n'invitait plus personne. C'était pas volontaire. En fait, c'est très simple. Je pense qu'il faut que vous invitiez les gens à télécharger vraiment le logiciel Discord et vous aurez plus ces problèmes-là. Parce que les gens qui sont sur leur navigateur, ça coince. Exactement, quand il y a du monde. D'accord. Alors, on saura. Voilà, on va pas rester longtemps avec vous. On a déjà parlé pas mal de temps. Parfait. Est-ce que vous voulez corriger un truc que j'aurais dit ou que vous auriez dit pour le compléter? Euh, Bah, en fait, je voulais juste dire que déjà, aucun créationniste ou idée ne s'attend à voir un T-Rex C'est un voilà, peu caricatural, qui c'est crée une vrai. poule. Voilà, c'est D'accord. strictement personne ne demande ça. Pardon, mais j'ai déjà vu dans les discussions, j'ai beaucoup débattu, hein, des gens qui disent, lorsqu'on leur dit, on voit une évolution, par exemple, vous avez évoqué le moustique du métro de Londres. Bon. Euh, on a maintenant deux espèces de moustiques dans le métro de Londres qui sont isolés et qui sont adaptés entre guillemets à l'environnement. Mais les créationnistes me disent oui, mais enfin en tout cas des créationnistes me disent oui, mais ça n'est que des moustiques, donc il n'y a pas d'évolution. Et donc quand on entend ça, on se dit mais mince, mais qu'est-ce qu'ils voudraient? Du coup, donc là, effectivement, je pense que, à mon avis, on va tourner en rond. Moi, j'aurais juste une réponse à faire sur le. Donc, vous avez parlé des prédictions, le fait que le problème, c'est que la théorie, voilà, du créationnisme, de l'idée, n'a pas de prédictions qui sont vérifiées a posteriori. Hmm. Et bah, du coup, là, je voudrais dire que je suis pas d'accord. Je vais juste donner D'accord. deux éléments très rapides. Donc, par Oui. exemple, l'élément junk DNA. Donc, pendant très longtemps, enfin pendant 10 ou 20 ans, vraiment, dans le cas de la théorie de l'évolution, en fait, Donc on le avait junk observé. DNA, c'est l'ADN poubelle, c'est comme ça qu'on l'appelait, parce qu'il était non codant et on ne savait pas à quoi il servait. Et on a, pendant oui, peut-être 30 ans, vous avez raison, considéré qu'il n'avait pas de fonction et que c'était du déchet. C'est ça, hein? Voilà. Et du coup, là, par exemple, il y a des gens qui étaient plutôt de tendance idée qui ont dit c'est pas parce que ça n'est pas transcrit en protéines qu'il n'y a pas pour autant une utilité en fait pour toute cette partie du génome. Et aujourd'hui, on sait que on est absolument certain que c'est le cas. Le projet le plus D'accord. connu, c'est le projet ENCODE qui a établi ceci.
Maintenant, voilà, admettons, on sait que ce gène guinéen, en fait, il est utile pour la régulation du reste enfin, du génome. Ceci dit, il reste une portion non négligeable d'ADN qui est des résidus de virus qui restent là. J'ai pas en tête le chiffre. Si quelqu'un a le chiffre, je veux bien l'avoir. Donc, il y a une portion importante du génome que nos cellules continuent à copier, qui sert à rien et qui est juste des virus qui sont passés par là et qui sont restés. Il y a des zones qui sont des transposons, qui sont ou des duplicons de séquences qui servent à rien non plus et qui sont là. Mais il y a une partie du génome non codant qui sert à la régulation et qui est très important. Mais il reste quand même un petit peu d'ADN qui sert à rien, on est d'accord. Ah oui, mais en fait, il y a Comment même des votre gènes qui sont. théorie prédit le fait qu'il reste des génomes qui servent à rien? Et en fait, ça arrive tous les jours. C'est-à-dire que des désactivations de gènes, il y en a tout le temps, il y en a même sûrement chez les humains beaucoup. En fait, ça ne va ni dans la direction d'une théorie ni de l'autre. C'est ainsi, en fait. Donc si ça va dans aucune direction, est-ce qu'on peut estimer legit que vous disiez que votre théorie avait prédit ça? Elle n'avait pas prédit, puisque votre théorie, elle s'accommode parfaitement d'un génome nickel avec que du codant, et d'un génome un peu poubelle, qui est celui qu'on voit, et alors que la théorie d'évolution, elle prédit pas un génome nickel. On s'attend à ce qu'il y ait un peu de poubelle. Et il y en a. Et déjà, un point important, c'est que je pense que, en fait, personne ne sait à quoi sert. Voilà, 90% du génome, c'est encore extrêmement mystérieux, toute cette discipline. Donc, je peux même pas me prononcer. Moi, je sais pas. Je lis beaucoup de papiers, mais Hmm. là, je peux rien dire. En fait, je ne sais pas du tout. Je vous rejoins, il faut être humble, il faut être prudent et modeste par rapport à ce qu'on peut savoir. Mais justement, ce qu'on disait sur l'ADN poubelle, comme toutes les théories scientifiques, c'était amené à évoluer. Maintenant, on sait qu'il y a une partie qui est très importante pour la régulation. Il n'empêche qu'il reste une partie, quelqu'un dit 8%, je veux bien le croire. 8% du génome, c'est pas négligeable hein, en termes d'énergie consacrée à copier tout ça constamment au fil des générations, qui est un ADN dont on sait qu'il est le résidu d'infection virale ou de duplication qui ne servent à rien du génome. On sait que ça ne sert à rien. Et le reste, on ne sait pas. Si ça va. Voilà, ben, Mais le génome codant, enfin, je crois que c'est 6%. Hein. c'est 5 ou 6%, effectivement. Donc il reste encore une gamme à expliquer. Et vous avez raison, il ne faut pas prétendre qu'on sait quand on ne sait pas. Et donc voilà, point très important, pendant 20 ou 30 ans, le camp évolutionniste, entre guillemets, s'est trompé sur cette question. Et les gens de tendance créationniste, en fait, étaient plutôt du côté opposé. Et en fait, ils avaient la proposition de dire, en fait, nous, on croit plutôt qu'il y a une entité intelligente à l'origine du vivant, donc c'est pas trop logique qu'il y ait 95% de C'est junk. vrai. Cette prédiction, c'est avéré. Je suis pas d'accord avec vous. Enfin, tout en étant charitable, c'est vrai que de l'autre côté, la junk DNA était une théorie, une hypothèse abusive, mais en face, c'est pas parce que la théorie en place a évolué qu'en face vous aviez raison pour les bonnes raisons. Mais je veux dire, c'est pas des chercheurs créationnistes qui ont démontré que ces séquences sont des séquences de régulation. C'est pas eux qui ont anticipé qu'elles serviraient à ça. C'est des chercheurs euh, parfaitement évolutionnistes, adaptés, enfin, mince, comment on dit, je sais pas mes mots ce soir, c'est compliqué. Académique. Voilà, qui sont dans le milieu et qui n'ont pas de problème avec les paradigmes en vigueur, qui ont prédit ça, et donc c'était et c'est comment dire, il n'y a eu aucun chaos. Il y a personne qui a dit mon Dieu, ça change tout ce qu'on croyait sur l'évolution. Non, non, c'est hyper intéressant, c'est important, mais ça ne révolutionne pas la manière dont on voit l'histoire du vivant, en fait, me semble-t-il. Tout à fait, mais en fait, voilà, je voulais juste c'est pas comme vous dites, c'est pas un chaos, mais en fait, je voulais corriger ce que vous avez dit tout à l'heure parce que je pense que c'est incorrect. Et il y a aussi le deuxième point de, voilà, le fameux chromosome Y et l'Adam chromosomique et l'Ève mitochondriale. Oui, Ça, c'est aussi des éléments, en fait, que les créationnistes terre jeune ou terre vieille, peu importe, mais qu'ils avaient plutôt prédit, et en fait, qui se retrouvent complètement validés aujourd'hui par des études de grande échelle sur les complètement populations humaines. validé. Alors qu'est-ce qui est complètement validé? Qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'on a validé? En fait, un couple relativement récent à l'origine de l'espèce humaine, Un c'est-à-dire il couple. y a moins. Voilà un couple, Vous puisque êtes au courant que l'Adam génétique et la génétique n'ont pas le même âge. J'ai pas l'âge en voilà, tête, si quelqu'un veut me le dire, je suis intéressé. Ils n'ont pas vécu du tout en même temps. vous avez raison, oui, c'est 100 000 ou 2000 ans. Donc c'est la preuve que les créationnistes avaient tort. C'est moi qui ai très mal formulé voilà, Mhm. l'argument,
mais l'uniformité mitochondriale récente et l'uniformité du chromosome Y récente, c'est-à-dire moins d'un million d'années, Mhm. étaient des choses qui n'étaient pas forcément attendues dans le cadre de la timeline évolutionniste, qui est, elle, sur 6 millions d'années, avec une population de 10 000 individus ou de 100 000. Ouais. Donc on ne s'attend pas forcément à avoir voilà, un masculin unique à l'origine des chromosomes Y des populations humaines qui existent aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a alors, l'Adam génétique, c'est dire qu'il y a un individu putatif, potentiel, qui serait le père, enfin le porteur du chromosome Y actuel. Et donc on partagera tous une ascendance. Et pour le chromosome X actuel, c'est pareil, il y aurait un goulot. Mais dire qu'il y aurait un individu forcément, je n'ai pas révisé ce chapitre-là en particulier. Je suis pas sûr C'est qu'on le projet, c'est je, le projet je- 1000 génomes qui est le ouais, plus mais je connu. suis Vous pas sûr qu'on avez- soit au stade où on dit il a existé un individu qui serait le père de tout le monde. Je pense pas qu'on en soit là en fait. Il Je existe une. pense qu'on en est là, moi. D'accord. Alors, j'invite les gens à se documenter. Je pense qu'on est à ça où il y a une population restreinte, où les gens étaient apparentés, et on descend tous de cela, du côté paternel, mais il se trouve que du côté maternel, non. Donc l'idée qu'il y aurait eu un premier couple humain est réfutée par ces projets qui montrent que c'est pas le même âge, en fait. On est d'accord? Exactement, en fait, vous avez un goulot d'étranglement masculin sur le chromosome Y et un goulot d'étranglement féminin sur l'ADN mitochondrial, puisqu'il n'est Pardon, pas c'est ça. transmis Oui, par c'est les pas lignées le. Oui, c'est paternelles. vrai, c'est pas le X. Vous avez raison. Tout à fait. Merci pour ça. Voilà. Ça montre que voilà, enfin, vous y connaissez quand même, quoi. C'est pas, vous n'êtes pas des charlatans, des fous furieux. Vous vous intéressez à la science et on n'est pas d'accord, mais on peut en parler si c'est intéressant. Et je vous en remercie. Un mot de la fin? Tout à fait. Ben, je voulais juste dire que moi, voilà, j'échange avec plein de gens, notamment en anglais, des gars du National Institute of Health aux États-Unis. Donc, il y a plein de scientifiques très établis qui sont 100% créationnistes et d'autres D'accord. qui sont idées. Enfin, c'est plus hétérogène que Oui, je pense que vous ne le pensez, notamment aux États-Unis où il c'est y plus qu'en a, France, c'est vrai. voilà, Mais si vous connaissez le projet Steve, on va pas en parler. non. Ah oui, Ah, oui, Steve, oui, oui, je connais ce projet. parce qu'on a des créationnistes qui ont dit bah, nous on est nombreux, donc ils ont fait un papier avec un petit texte qu'ils ont fait signer par des gens en disant voilà, bah, nous en faisant croire que c'était des créationnistes alors que le texte, en fait, moi je pourrais le signer. Le texte c'est nous sommes sceptiques à propos des affirmations selon lesquelles la capacité des mutations aléatoires et la sélection naturelle rendent compte de la complexité du vivant. Un examen méticuleux des preuves de la théorie de Darwin devrait être encouragé. Je suis d'accord avec ça, je signe. Et donc, il y a à l'heure actuelle 1400 personnes qui ont signé ça, qui s'appelle Scientific Descent from Darwin, from Darwinism. Et donc, c'est le Discovery Institute qui, en 2001, a publié ça en disant ouais, il y a plein de scientifiques qui sont d'accord pour dire que la théorie de l'évolution telle qu'elle est aujourd'hui faite est fausse, etc. Sauf que dans les 1400, en fait, il n'y a pas beaucoup de docteurs en biologie, quelques-uns. Et en face, il y a des gens qui se sont dit bah, qu'est-ce qu'on va répondre à ça bah, ils ont écrit un texte un peu plus long, je vais pas lire maintenant parce que voilà, ça prend plus de temps, qui dit que l'évolution est un principe très étayé, c'est solide, il faut travailler dessus mais c'est solide, et ils ont dit bah, vous signez uniquement si vous êtes docteur en biologie et que vous vous appelez Steve, Stéphanie, Steven, et ils sont 1400. Ils sont peu nombreux. Et on considère que du coup, bah, c'est gagné quoi. Si que les Steve tout seuls sont peu nombreux que les scientifiques qui sont scientifiques et qui signent le papier plutôt idée aux créationnistes, alors ce que vous dites, comme quoi il y en a beaucoup, c'est pas faux, mais beaucoup, c'est quelle proportion? Et c'est sans doute moins de 1%. Là, vous avez raison, il y a une majorité évolutionniste, sans aucun doute, je suis d'accord avec vous. Dans tous les Mais, cas, ouais, je non, vais laisser la parole au suivant, je pense, parce que entendu. Merci d'avoir été là. je C'était, vous c'était... remercie et je me rends disponible si jamais vous voulez faire un échange un peu plus long un jour D'accord. sur ces thèmes-là. Eh ben, très Au bien. revoir. Au revoir. Je donne la parole à Bébert.